Quand j'étais jeune, presque tous les conseils sur le mariage et les relations que j'entendais se résumaient à: attendez le plus longtemps possible pour le faire. Ne vous mariez pas avant d'avoir 30 ans. Sortez avec autant de personnes que possible. Prenez soin de vous d'abord. N'abandonnez pas trop de vous-même. Rendez-vous autour. Trouvez quelqu'un qui vous convient parfaitement. Et s'ils ne sont pas parfaits pour vous, bottez-leur le cul sur le trottoir et passez à autre chose sans regret. Aujourd'hui, les statistiques disent que les 2 dernières générations ont apparemment pris ce conseil à cœur. Le taux de mariage est à son plus bas niveau. Les gens attendent plus longtemps que jamais pour se marier, et les gens sortent plus fréquemment et sortent avec plus de gens que jamais auparavant. La non-monogamie est en train de devenir une chose. Et le coup de grâce, les taux d'infidélité ont augmenté chaque décennie depuis les années 60 de l'amour libre. Maintenant, avec les applications de rencontres, il n'a jamais été aussi facile de laisser tomber une personne et de passer directement à la suivante. Trier les gens selon votre liste de traits idéal est la norme maintenant, et le refrain selon lequel il n'était pas fait pour vous, vous pouvez faire mieux n'a jamais été aussi fort. Pourtant, si vous creusez dans la littérature psychologique, les résultats sont clairs. Les personnes mariées sont plus heureuses. Ils vivent plus longtemps. Ils gagnent plus d'argent. Ils rapportent plus de sens et de satisfaction dans leur vie. Être dans des relations longues, ennuyeuses et stables est bon pour notre santé mentale et notre bonheur. Pourtant, le message adressé aux jeunes semble être le contraire. Les relations à long terme sont importantes. Je n'ai pas apprécié cela jusqu'à ce que j'ai la trentaine. J'ai grandi avec des parents divorcés qui me disaient de ne pas me contenter, de mettre de l'ordre dans ma carrière, mes amis et mes finances avant de trouver quelqu'un avec qui les partager. Je suis sorti avec quelqu'un d'aussi fréquent que possible dans la vingtaine et j'ai abandonné les relations, bonnes et mauvaises, au premier signe de danger. Maintenant, je regarde en arrière et je me demande si je ne suis pas allé trop loin. Mon invité aujourd'hui est Sadia Khan, psychologue et coach en rencontre. Sadia est une musulmane britannique, elle apporte donc une perspective intéressante de 2 cultures différentes, ainsi que son parcours universitaire. Elle n'est pas conventionnelle et la plupart de ses conseils sont des choses que ma grand-mère aurait probablement dites si elle avait été en vie aujourd'hui. Pourtant, à l'ère des médias sociaux, des applications de rencontres et de la pornographie abondante, le conseil de Sadia est, il frappe un peu différemment de celui de Nana. Disons-le comme ça. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous discutons de la façon dont les compétences que les gens développent pour maximiser leur perspective de rencontre sont les mêmes compétences qui entravent leur relation à long terme et leur intimité. Nous avons parlé de la relation entre le sex appeal et le statut, de la façon dont les hommes et les femmes qui s'objectivent l'un l'autre se méritent l'un l'autre, et de la façon dont la vision simpliste du sexe des hommes ne fait que les rendre encore plus incertains. Nous parlons de la façon dont les conseils de la plupart des femmes encouragent le narcissisme pur et simple, et comment cela ne fait que frustrer les femmes à long terme plutôt que de les aider. Nous parlons de la façon dont la pornographie a faussé les attentes masculines en matière d'intimité, tandis que les médias sociaux ont faussé les femmes. Désastre qu'il a causé à tout le monde. Nous parlons de la relation entre l'estime de soi et l'amour et des raisons pour lesquelles les hommes et les femmes peu sur deux surcompensent dans tous les domaines de leur vie, pas seulement l'un avec l'autre. Nous parlons de la raison pour laquelle les limites sont en fait pour le bénéfice des autres, pas seulement le vôtre. Et, bien sûr, nous parlons des prostituées, des chercheurs d'or et des glorioles, vous savez, les 3 piliers de tout podcast sur les bonnes relations. Cela et bien plus encore. Drew m'a rejoint en studio pour celui-ci, donc c'est un épisode très spécial. Et, s'il vous plaît, assurez-vous de suivre l'émission. Laissez un avis. Dis-moi et à Drew combien nous sommes beaux. Cela m'aide à avoir plus d'invités pour l'émission et cela aide Drew à obtenir plus de dates. Et c'est la meilleure façon de nous soutenir et de nous faire savoir que vous aimez toutes les informations juteuses que vous avez obtenues de l'épisode. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. 20,000,000. Livre vendu. 0 renard donné. C'est l'art subtil de ne pas donner de podcast de baise avec votre hôte, Marc Manson. Bienvenue, Sadia. Merci. Il s'agit de la première interview en studio sur le podcast Subtle Art of Not Giving a Fuck. Honoré de vous avoir comme invité. Je suis extrêmement honoré d'être ici. Je ne le dis pas, je l'ai dit en ligne tout le temps. Je suis le plus grand fan de Marc Manson. Vous êtes le seul contenu auquel je me réfère lorsque je vérifie si j'ai bien compris. Alors je me suis dit, qu'est-ce que Marc dirait? D'accord. Permettez-moi de vérifier. D'accord? Il est d'accord. Parfait. Alors je dois avoir raison. Eh bien, la flatterie vous mènera très loin dans ce studio. C'est aussi une première. Drew se joint à nous pour la première fois dans le cadre d'une entrevue. Nous avons pensé que ce serait amusant car... Vous êtes un expert en relations. Oui, je suis marié depuis longtemps. Oui, il est heureux célibataire. MHM. Et donc nous avons pensé qu'il serait intéressant d'avoir les deux. Perspective MHM. Et... abordez-le sous les 2 angles. Nous verrons donc où cela nous mènera. MHM. Je veux commencer par vous avez une citation épicée que j'ai vue récemment, qui était que vous avez dit que les rencontres modernes, c'est former les gens au divorce. MHM. Que entendez-vous par là? Vous pratiquez toutes les compétences et tous les outils dont vous avez besoin pour vous remettre d'une rupture, pour avoir des relations sexuelles dissociées et pour rechercher des valeurs très extrinsèques chez un partenaire. Donc des choses que nous rechercherions dans les rencontres à court terme comme l'apparence, le sexe, le statut, le pouvoir et comment les remplacer en cas de problème. Donc nous sortons toujours avec une police d'assurance au cas où cette personne se tromperait, au cas où il y aurait quelqu'un d'autre là-bas, au cas où je pourrais faire mieux. Avec cette mentalité, nous ne pratiquons aucune des compétences et des outils scolaires dont nous avons besoin pour maintenir un lien. Et par conséquent, nous allons de relation en relation plutôt que d'apprendre quoi que ce soit qui maintiendra la relation. Nous apprenons juste à récupérer et à remplacer les gens. Tristement. Intéressant. D'accord. Il y a donc beaucoup de choses que je pense que nous pouvons tirer. Il y a quelques fils que nous pouvons tirer. Le premier qui me frappait. Que nous filtrons les mauvaises choses. Nous filtrons le genre de très extrinsèque superficiel. Oui. L'apparence, le statut, le sexe. Pourquoi est-ce que c'est ça les applications? Qu'est-ce qui motive cela selon vous? Je dirais que les applications n'aident pas.
Et je n'aime vraiment pas avoir l'air d'un disque rayé, mais je pense que, d'un point de vue féminin, les valeurs extrinsèques sont vraiment tirées des médias sociaux et d'un mode de vie dont elles sont constamment bombardées. Cela les a donc amenées à rechercher des valeurs plus extrinsèques. Pour les hommes, je pense que la pornographie les a amenés à rechercher des valeurs très extrinsèques. Et cette combinaison de femmes qui cherchent de l'argent et d'hommes qui cherchent du sexe signifie que les travailleuses du sexe et les femmes de mœurs légères atteignent les hommes les plus prospères et qu'elles se mettent en couple assez rapidement et facilement. Cela ne dure pas, mais ils s'associent assez rapidement et facilement. Mais les gens qui recherchent réellement des valeurs intrinsèques et une connexion, ils ont vraiment du mal sur le marché des rencontres. Et donc nous devons regarder où la société a facilité les choses et nous les rendons plus faciles pour les personnes qui ont le plus de valeurs indésirables. Comment pouvons-nous contrer cela? C'est très difficile. C'est très très difficile parce que les gens ne réalisent pas d'où vient l'endoctrinement et ils ne pensent pas qu'ils sont endoctrinés. Ils ne se rendent pas compte que lorsque vous voyez constamment de très belles femmes retouchées à l'aérographe toute la journée, tous les jours, et que vous cherchez sur Google à quoi elles ressemblent nues, vous pouvez vous abonner à cela. Ils ne se rendent pas compte que cela coupe votre capacité à vous connecter à une femme à votre niveau réel. Par exemple, il y aura des hommes qui sont, vous savez, super en surpoids, super âgés, peut-être d'une culture différente, mais ils cherchent sur Google la femme de leur rêve et pensent qu'ils la méritent. Ils pensent que simplement parce qu'ils l'ont vue, ils le méritent. Même chose avec les femmes. Ils regarderont du contenu de couple où un homme achète à une femme un sac pour Noël et pour la Saint-Valentin et décore, et ils pensent que parce qu'ils l'ont vu, ils le méritent. Nous devons donc vraiment défaire le conditionnement, ce qui est difficile à faire. On dirait presque que les gens devraient se déconnecter. Oui, je sais. Et c'est comment pouvons-nous contrer le comportement en ligne? Oui. Je nous juste. Ne peut tout simplement pas. Et je dis cela depuis une position privilégiée. Je n'ai pas grandi avec Tinder et Instagram et tout ça. Je n'ai pas grandi avec ça. Et donc, quand vous avez grandi avec Snapchat, vous avez grandi avec Instagram, comme il commence à 10, 11 ans. Comment pouvons-nous déconditionner ce jeune esprit? Donc je pense que je parle d'un côté comme un grand cheval, mais en fait je viens juste d'échapper à cette partie de la vie. Mais si j'avais 10 ans de moins, si j'avais 21 ou 22 ans, il n'y aurait aucun moyen que je pense différemment de ce que les jeunes pensent maintenant. Ma femme et moi, nous nous sommes rencontrés genre un mois avant la sortie de Tinder et nous avons plaisanté en disant que nous, vraiment, vous venez de vous rencontrer parce qu'elle vient d'entrer. C'était donc en février 2012. 12. Oh, c'est à ce moment-là que Tinder est sorti. Février 2012. C'était genre un mois ou deux avant que je... Waouh. Vous l'avez manqué de justesse. Oui. Dieu merci. Oui. Dieu merci. Oui. Dieu merci. Mais oui. C'est drôle quand même. Parce que, comme une conversation que j'ai souvent avec des gens qui viennent me voir qui sont célibataires et frustrés, c'est vous savez, c'est je pense que tout ce que vous dites est vrai. Je pense aussi que la nature des applications de rencontres est que, vous savez, vous devez définir des filtres pour vous-même, et vous devez définir ce que vous recherchez et ce que vous ne cherchez pas. Et je pense juste que la plupart des choses que si vous demandez à quelqu'un, qu'attendez-vous d'un partenaire? Les réponses les plus immédiates sont probablement les mauvaises. MHMM. Vous savez, les gens pensent, oh, je veux quelqu'un qui est, genre, grand et riche et oui. C'est drôle et comme, d'accord, c'est bien, mais en fin de compte, ce n'est pas ce qui détermine si ce sera un bon partenaire pour long terme ou non. Et je me souviens juste, genre, quand je repense à ma propre vie amoureuse. Voici le moment du vieil homme de marque. Alors, à mon époque, lorsque vous êtes allé dans un bar et que vous avez parlé à une femme, il y avait tellement de circonstances. Dans ma jeune vie, où j'allais à une fête ou à un dîner ou quelque chose comme ça, et je rencontrais une femme. Et mon intérêt initial, il n'y avait pas d'intérêt initial. Je ne pensais pas qu'elle était si attirante. Je n'étais pas si intéressé que ça par elle. Mais au cours de la nuit, en lui parlant, en voyant sa personnalité, en voyant son sens de l'humour, il y avait une alchimie là-bas, oui. Ça a fini par être, genre, très sexy. Oui. Et en fait, beaucoup de ces femmes étaient, comme, parmi les meilleures relations que j'ai eues. Droite. C'est donc comme vous l'avez dit, vous obtenez cela en ligne, vous obtenez cette version idéalisée de ce qu'un partenaire devrait être. Oui. C'est impossible pour quiconque d'être à la hauteur. Tandis que c'est presque mieux de ne pas savoir quel est votre partenaire idéal et de vous dire. Utilisez cette curiosité pour aller le découvrir, mais le truc c'est que vous y êtes allé avec la mentalité d'humaniser les femmes, de vouloir savoir à quoi elles ressemblaient. Et la majorité, c'est le jeu, c'est la clé. Horrible erreur. Ainsi. Avec ça, je ne m'en suis toujours pas remis. Avec cette mentalité. Vous pouvez créer une connexion ou non. Mais avec la version déshumanisée des rencontres que nous avons créées à travers les applications de rencontres en ligne, Instagram et la pornographie, en déshumanisant à la fois les hommes et les femmes, nous regardons les relations en regardant ce à quoi nous pouvons accéder d'eux plutôt que ce que nous pouvons y contribuer. Et par conséquent, nous avons d'innombrables personnes qui sortent presque avec une mentalité psychopathe de ce que je peux obtenir plutôt que de ce que je peux donner. Donc vous aurez des hommes, comme je peux avoir des relations sexuelles avec cette fille, je peux avoir ceci, je peux obtenir cela, mais ils ne se demandent pas si je peux être responsable, si je peux m'occuper d'eux, si je peux avoir des enfants, si je peux le faire. Nous oublions donc les responsabilités et nous nous contentons d'adopter une vision hédoniste. De créer des liens. Qu'en dites-vous, célibataire? Puis, Donc, je n'ai pas utilisé d'application de rencontre depuis 2018.
Je les ai abandonnés. Oui. Et à peine plus sur les réseaux sociaux. Pensez-vous aussi que les applications de rencontres? Non seulement quelqu'un pourrait arriver avec les bonnes motivations et il a, vous savez, des valeurs solides et des valeurs intrinsèques comme vous en parlez, mais les applications de rencontres les préparent en fait davantage à leur extrinsèque. Donc, vous savez, rien que par la nature de leur utilisation, vous êtes en fait poussé dans cette direction. Absolument. Il s'agit de répondre à ce besoin. Oui, c'est une sorte de faire en sorte qu'il en soit ainsi, Zoom sur les valeurs extrinsèques. Vous ne les connaissez pas. Mais non. Vous ne pouvez juger que par le regard. Ainsi, lorsque vous serez belle, vous serez submergé par les applications de rencontres. Et en conséquence, vous commencez à déshumaniser les hommes et vous pensez « Oh, j'en ai tellement marre de répondre à ces gars-là ». Et quand vous avez du succès, vous le déshumanisez et l'utilisez simplement comme du sexe, du sexe, du sexe, du sexe. Donc ce qui finit par se passer, c'est que les personnes qui ont le plus d'accès deviennent les plus blasées par eux. Oui. Soit vous devenez trop sexuel en tant qu'homme, soit vous pouvez en avoir trop marre des hommes en tant que femme. Et ceux qui ont réellement les meilleures et les plus pures intentions, ils ne peuvent même pas l'utiliser pour la bonne raison. Cela devient donc difficile pour les gens, vous savez, qui y vont avec les bonnes intentions parce qu'ils apprennent très vite pour se démarquer et même obtenir un rendez-vous, vous devez répondre aux mauvaises intentions. Si vous êtes une femme qui veut réellement se marier mais que vous vous rendez compte que vous n'obtenez aucun match, elle finira par montrer plus de peau et attirera donc les hommes qui recherchent son apparence. Si vous êtes un homme qui ne peut pas obtenir de correspondance, il apprend « Laissez-moi simplement poster ma montre » ou « Laissez-moi simplement montrer ma voiture et ensuite j'aurai plus de correspondance ». Donc par conception, nous finissons par les pousser vers des valeurs intrinsèques. Vous savez ce qu'est une idée d'entreprise d'1 milliard de dollars? Quelqu'un devrait créer une application de rencontre. Peut-être que quelqu'un essaie déjà cela. Oui. Quelqu'un devrait créer, vous savez, cette série Netflix Love is Blind. Oui. Quelqu'un devrait créer la version de l'application de rencontre de cela. Oui. Ou c'est comme vous ne... C'est basé sur des tests de personnalité. Oui. Vous recevez donc des questionnaires sur vos valeurs, votre personnalité et les choses que vous aimez faire. Et puis vous associez ou désappariez les gens en fonction de cela. Oui. Et puis ils révèlent, comme, à quoi ils ressemblent, ce qu'ils font comme travail, tout ça plus tard. Ce serait un concept cool. Mais si vous n'êtes pas sur des applications de rencontre, comment rencontrez-vous des gens? par l'intermédiaire d'amis principalement. Oui. Parce que les gens me demandent toujours comment ils rencontrent des gens. Allez, savez-vous quoi répondre à ça? Par exemple, quand les gens vous demandent où les rencontrer, qu'est-ce que vous avez l'habitude de dire? Je veux dire, au cours des dernières années, les gens avec qui je suis sorti se sont rencontrés par l'intermédiaire d'amis. Aucun problème. C'est un rythme beaucoup plus long, même. Évidemment aussi. En général, j'apprends à les connaître un peu et nous passons du temps ensemble. Et c'est comme Marc le disait, ils vous en venez à trouver des choses attrayantes chez eux que vous ne voyez pas immédiatement ou qui deviennent attrayantes avec le temps. Même. C'est généralement par l'intermédiaire d'amis et juste, oui, juste se mettre en avant pour dire oui à plus de choses, c'est sûr. Oui. Drew est devenu très passionné. Passionné de yoga. C'est-à-dire qui est un code d'homme hétéro pour donner une date. Eh bien, vous devez vous mettre dans le bon environnement. Je suppose que ça vaut la peine d'essayer comme vous devez vous mettre dans le bon environnement. Vraiment. Mais c'est très difficile. Je ne sais pas où les célibataires se rencontrent, malheureusement. En dehors des applications, je ne sais pas. Moi, parce que je parle de la mauvaise qualité des applications, ils peuvent parfois être utilisés comme un moyen d'engourdir le chagrin d'amour. Ainsi, les gens n'éprouvent même plus de chagrin d'amour. Ils sautent simplement sur une application, se distraient. Nous nous consacrons donc aux émotions humaines et par conséquent à la façon dont une relation devrait être intime, mais en même temps, je ne propose pas de solution. C'est donc là que je me sens mal. Je n'ai pas de solution. Quelle est l'alternative? J'aimerais le savoir, mais malheureusement, je ne le sais pas vraiment. Je t'ai entendu parler des relations hommes-femmes où je suis désolée. Pardon. Amitié. Oui. Et pour moi, je me suis toujours liée d'amitié facilement avec d'autres femmes. Ma chère même. Et donc je pense, vous savez, avoir ça et je vais rencontrer certains de leurs amis ou quelque chose comme ça. Oui. Et c'est juste une bonne façon de procéder. J'ai compris le conseil de ne pas avoir d'amis et de ne pas avoir d'amis masculins. Les gens le recommandent-ils vraiment? Oui. Et j'ai tellement de mes clients qui viennent me voir et me disent que mon coach de rencontre dit « Je ne devrais jamais avoir d'amis ». Vous allez simplement le virer. Virez-les. 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 Quel conseil enfantin est-ce là? Certains de mes amis les plus proches sont des femmes en fait. Oui, mes amis les plus proches ont toujours été des hommes. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai ce point de vue en ligne où les gens ne comprennent pas pourquoi c'est si masculin, c'est parce que j'ai toujours eu des amis masculins. Et ce qui est étonnant avec les amis masculins, c'est que vous arrivez enfin à ne pas sexualiser tout le monde du sexe opposé. Oui, ces gens sans amis du sexe opposé sexualisent tout le monde. Oui, oui. Tout le monde d'un sexe différent, ils sexualisent. Lorsque vous vous liez d'amitié avec le sexe opposé, vous êtes moins facilement impressionné par eux parce que vous savez comment fonctionne le sexe opposé et vous n'êtes pas facilement influencé par ce qu'ils disent et font pour vous. Mais vous êtes aussi moins excité par le sexe opposé.
En fait, il faut plus que le fait qu'il soit un homme ou qu'il soit une femme, n'est-ce pas? Pour qu'il puisse évaluer votre intérêt. Donc je pense qu'on se prive vraiment de beaucoup de stabilité quand on n'a pas d'amis du sexe opposé. Absolument. Je pense que c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les hommes et les femmes ont du mal à se lier d'amitié avec le sexe opposé, c'est qu'ils ne savent pas comment arrêter de les sexualiser, oui, ou les voir comme une forme d'autre. Mais ce qui est fou, c'est que si vous passez du temps en temps si vous passez du temps avec beaucoup d'amis, vous devenez vraiment doué pour communiquer et faire preuve d'empathie avec les femmes, oui. Ce qui fait de vous un bien meilleur partenaire lorsque vous commencez à sortir ensemble. Et l'autre chose que cela fait, c'est que cela aide à faire descendre les femmes de leur piédestal. Tant d'hommes avec qui j'étais amie quand j'étais plus jeune qui ont peut-être eu un petit béguin après avoir appris à me connaître en 5 minutes, ils n'ont jamais pu le faire en 1 million d'années. Oui. Ils se disent « Oh, vous savez », ils se rendent compte à quelle vitesse. Attirants, désattirants, à quelle vitesse nous sommes tous les mêmes. Les femmes sont tout simplement les mêmes. Vous leur parlez de la même manière que vous parleriez à un partenaire non attrayant, et cela ne fait que libérer cette anxiété que vous avez à l'idée de parler au sexe opposé. Oui. Alors oui, ils sont humains aussi. Oui, ils sont également imparfaits. Oui, tout le monde chie des choses. Qu'est-ce que je veux dire? À part cela, qu'est-ce que vous pensez que les conseils de la plupart des hommes en matière de rencontres se trompent? Ils d'abord avec le manque d'amitié. Mais l'autre chose qu'ils font, c'est qu'ils placent vraiment une grande partie de leur estime de soi sur l'attractivité de leur partenaire, et ils tirent une grande partie de leur ego de l'attrait de leur partenaire. Et ils ressentent une très faible estime de soi lorsqu'ils n'ont pas de partenaire attrayant. Oui. Et ils font de leur type une apparence. Alors ils diront que mon type est blond aux yeux bleus et mon type est brun et rond. Mais ce que je conseille, c'est de toujours faire votre type de traitement. Comment êtes-vous traité par cette personne? Si à chaque fois votre type est blond yeux bleus mais qu'elle vous traite mal, elle ne devrait plus être votre type. Ou si votre type est cet homme en particulier et qu'il ne vous traite pas bien, il ne devrait plus être votre type. Votre type ne devrait pas être une simple décision. Il devrait être malléable en fonction des commentaires que vous recevez de ce type. Donc j'essaie toujours de dire à quel point votre type apaise vos angoisses, à quel point ils vous font ressentir du bien, à quel point ils vous connectent, comment vous traite-t-il, comment vous sentez-vous en l'air. Ça devrait devenir votre type. Vous savez ce qui est ironique là-dedans? J'avais l'habitude de tomber sur des gars comme ça. Oui. Donc divulgation complète pour les auditeurs, j'ai commencé ma carrière en tant que coach de rencontre. Oui. Et je suis désolée de vous interrompre, mais le livre de Marc, Modèle, est absolument fantastique. Je l'ai découvert récemment. Je lui disais juste avant le spectacle. Il est toujours aussi pertinent pour les hommes aujourd'hui et il a été écrit en février 2011. S'il vous plaît, allez acheter ce livre. C'est fantastique. En tant qu'homme, sautez ce podcast, allez acheter ce livre. Oui. Et voilà. Votre chèque sera envoyé par la poste. Alors j'ai commencé ma carrière en coachant des hommes et j'avais l'habitude de rencontrer ça tout le temps et... Je me souviens. L'ironie avec ça, oui. Est-ce que ce sont les hommes qui sont obsédés par l'idée d'avoir la fille sexy ou la fille la plus chaude? C'est seulement pour impressionner les autres hommes. Oui, comme, ils sont en fait motivés par le désir de se connecter avec d'autres hommes, plus qu'ils ne sont motivés par le désir de se connecter avec les femmes. Oui, et j'avais l'habitude d'essayer de dire ça aux gars, genre, je leur expliquais ça, et... Je ne sais pas. Cela leur ferait exploser la tête. Je me souviens que je demandais aux gars, je me disais, qu'est-ce que vous préférez? Derrière la porte numéro 1, oui. C'est un 10 sur 10, mais elle est une vraie galère. Égoïste, ne vous traite pas bien. Behind door number 2 est, genre, un 6 ou 7 sur 10. MHMM. Mais elle est incroyable. Vous vous amusez tellement avec elle. Vous êtes tellement content d'elle. Vous aimez sa famille. Vous avez du bon sexe. Quelle porte choisiriez-vous? Maintenant, tous les hommes sains d'esprit diraient la porte numéro 2, mais de temps en temps, vous avez un gars qui dirait la porte numéro 1. Et je me souviens, genre, j'arrêtais toute la session juste là. Je me dis, à quoi penses-tu? Oui. Ils se disent, de quoi s'agit-il, vraiment? Parce qu'il ne s'agit pas de femmes. Il ne s'agit pas de femmes. C'est clair. Il s'agit de leur relation avec les vagins. Oui. Et une chose qui m'a un peu blasée à propos du travail, quand j'ai fait mon coming out, j'étais connue comme très misogyne et très pro-homme, et je n'ai aucun problème avec ça. J'aime les hommes. J'ai un très bon partenaire. J'ai une excellente relation avec mon père. J'ai une excellente relation avec les hommes. Mais ensuite, comme j'ai commencé à travailler avec de plus en plus d'hommes, en particulier au fur et à mesure qu'ils ont de plus en plus de succès, ils réduisent les femmes à des vagins parce qu'elles n'ont pas le temps de devenir